Vous regardez New World Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour un décryptage. Une vingtaine de pays, dont 11 d'Afrique comme l'Égypte, l'Algérie, le Tchad, la Gambie, aux côtés du Pakistan, de la Turquie et d'autres pays du Golfe appellent à une désescalade et au retour de la diplomatie. Au Moyen-Orient, ils exigent la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région. Pour rappel, le conflit amorce au 6e jour un niveau inquiétant avec le risque d'extension du conflit dans toute la région. On en parle avec vous, Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Ce qui se joue actuellement au Moyen-Orient peut-il être dissocié ou non de la dynamique africaine? On ne peut pas dissocier ce qui se passe au Moyen-Orient avec la dynamique africaine. Il serait bon qu'on tire les leçons d'un certain nombre d'événements. Rappelez-vous Covid en Chine. On discute, c'est vrai, c'est pas vrai, ça va venir, ça ne va pas venir. Et finalement, on l'a vécu. Et je n'ai pas besoin de parler des conséquences. Rappelez-vous la guerre Ukraine-Russie. Nous avons vu les conséquences. Ici, ça va être pire. Parce que ça ne concernera pas seulement les deux pays, ça concernera l'espace du Moyen-Orient, ça concernera le détroit d'Ormuz par lequel passe l'essentiel du pétrole de ce monde. Aujourd'hui, même certains analystes pensent que si Trump hésite à rentrer dans cette guerre, c'est parce que les gens lui ont dit une guerre qui bloque ce détroit d'Ormuz, le baril du pétrole risque d'aller à 150 $. Alors que lui, il a déjà des problèmes chez lui avec le coût de la vie qu'il veut régler. Et il est parti en Arabie Saoudite et autres, ce n'est pas pour rien. Il veut que le baril du pétrole baisse, alors qu'ici, ça sera complètement le contraire. Imaginez si les Américains ont peur de la hausse du prix du baril. Dans nos pays, on dira quoi? On a déjà eu une conséquence récente avec le Ghana. Le Ghana a rapporté une décision d'augmentation sur des taxes parce qu'avec cette guerre, il y a un risque d'augmentation du prix du baril. Cette taxe plus l'augmentation du prix du baril, c'est comme si on va étouffer les Ghanéens qui rencontrent déjà des difficultés. Et ça, c'est l'aspect strictement pétrole, alors que ce n'est pas le seul aspect. Mais il peut sortir de cette guerre une perturbation du monde de façon générale, parce que la réponse de l'Iran peut ne pas rester seulement dans l'espace géographique de l'Iran. Pour ceux qui connaissent les gardiens de la Révolution, pour ceux qui se rappellent des attentats contre les Américains et les Français au Liban, ceux qui se rappellent des attentats contre les ambassades au niveau du Kenya, etc., attention, il ne faut pas qu'on pense que nous sommes en dehors de cette guerre. Nous avons intérêt, comme on le dit, quand la case du voisin brûle, de tout faire pour l'éteindre et de ne pas attendre que ça arrive chez soi pour se dire « j'aurais dû l'éteindre ». Et selon vous, quelles sont les principales motivations de ces pays qui appellent un retour à la diplomatie dans la région aujourd'hui, qui fait face à une situation un peu, on va dire, volatile? À mon avis, il y a plusieurs choses. Et pour moi, la motivation principale, c'est qu'il y a une doctrine dangereuse qui est en train de s'installer de plus en plus. Israël bombarde le Liban parce que pour lui, le Liban est une menace. Israël bombarde la Syrie parce que pour lui, la Syrie est une menace. Israël bombarde le Yémen est une menace. Israël bombarde l'Iran parce que l'Iran est sur le point d'avoir une bombe nucléaire. Il n'a pas dit ils sont sur le point. Bon, rappelons qu'on a tellement vu des histoires où on nous a raconté des choses qu'on n'a pas vues. L'Agence internationale de l'énergie atomique n'a pas dit cela. Ce qui est dangereux maintenant, c'est qu'il y a une nouvelle doctrine où quand je me rends compte que tu risques de m'attaquer, mais je t'attaque directement sans attendre quoi que ce soit et sans pouvoir fournir la preuve que tu risques de m'attaquer. Mais nous autres pays faibles, mais ça veut dire que nous sommes finis. Et je crois que dans cette doctrine, il faut une réflexion profonde africaine. Parce que pays par pays, on n'a qu'à tirer l'exemple sur ce qui se passe en Iran. Je ne vois pas aucun pays africain qui est capable de se défendre ici, malgré toutes les théories qu'on nous donne, malgré les défis militaires le jour de l'indépendance. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit la technicité de cette guerre, ça montre encore la pertinence de l'Union africaine, mettre ensemble nos forces. Parce que chaque personne parmi nous n'a ces forces-là, pour qu'il y ait au moins une capacité de défense africaine, à défaut qu'il y ait une capacité de défense pour chacun de nos pays. Mais malheureusement, beaucoup de choses sont passées. Nos chefs d'État n'ont pas tiré la leçon. Ils risquent également de rater cette nouvelle occasion. Donc il y a ce changement de doctrine qui est là, qui est un élément qui peut poser énormément de problèmes pour les pays africains. L'autre élément qui Justement, Mamadou Diouf, vous parlez de doctrine. Pourquoi ce qualificatif-là? Mais on est en face d'une doctrine parce que quand vous regardez
Les Américains avaient attaqué l'Irak en disant quoi? Ils détiennent des armes de destruction massive. Ils sont devenus la 4e puissance du monde sur le plan militaire. On s'est rendu compte que le président américain et le premier ministre britannique étaient de véritables menteurs quand ils ont dit ça. Parce que jusqu'à l'heure où on parle, aucune arme de destruction massive n'a été montrée. Et ça, quand les Américains le commençaient, c'était dans la même situation. Cela dit, sur la table, aucune preuve n'est encore disponible. Aucune preuve n'était là pour faire la guerre à l'époque. Après la guerre, aucune preuve n'a été sortie sur l'Irak. Et au départ, quand il le disait, les gens y ont cru. Pratiquement 70% des Américains étaient pour qu'on attaque l'Irak. Mais à la fin, 30% des Américains étaient d'accord avec cette guerre. Les États-Unis ont perdu là-bas 4500 soldats. Ça fait partie des échecs des États-Unis. Et c'est pourquoi il faut qu'on fasse attention. Quand on déclare la guerre, c'est facile. Quand on occupe les médias, c'est facile. Qu'on se rappelle que l'Ukraine est toujours en guerre contre la Russie. Tout le monde pensait qu'en une semaine, maximum en un mois, cette guerre est terminée. L'Ukraine résiste et l'Ukraine parvient à faire du mal à la Russie jusqu'à présent. 3 ans après, le conflit se poursuit. Pourquoi commencer une guerre? La même question s'est posée quand il s'agissait de la Libye. À ce jour, on a toujours du mal à comprendre pourquoi il y a eu ce conflit, dont on paie aujourd'hui les conséquences, notamment au Sahel. Le conflit est là parce que Israël s'est toujours préparé pour attaquer l'Iran. Quand vous voyez la façon dont la guerre s'est déroulée, ce n'est pas une attaque qui est venue du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a été préparé de longue date. Les Français, les Américains, les Anglais ont toujours voulu attaquer l'Iran, puisque ce pays leur a toujours posé problème depuis la révolution de Khomeini en 1979. Et là, personne n'avait voulu franchir le Rubicon parce que tout le monde s'interrogeait sur ce que ça pouvait entraîner comme conséquence. Mais Netanyahou a été utilisé, on a testé ici, on a testé là-bas, on a piétiné le droit international en allant bombarder des pays. Personne n'a rien dit. On a piétiné la souveraineté des pays qu'on a bombardés. Personne n'a rien dit. Mais raison pour laquelle on s'est dit, mais, puisque ça a été possible avec tous ces pays, c'est également possible avec l'Iran. Il est parti, mais il est parti en étant sûr d'avoir au moins l'accord tacite de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Regardez le discours de Trump. Tantôt il dit oui, c'est nous qui allons faire ceci. Tantôt il dit non, on ne va pas le faire. Netanyahou même a dit une fois, je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, il dit que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont coordonné avec le président américain. Alors que le président américain dit, nous ne sommes pas dans cette guerre. Bon, vous voyez clairement que ce n'est pas une guerre entre Israël et l'Iran. C'est une guerre où Israël est devant, mais derrière, vous avez les Amériques, vous avez un certain nombre de pays occidentaux qui ont toujours considéré l'Iran comme un problème et surtout qui ne voulaient pas que l'Iran puisse avoir une arme nucléaire parce que pour ceux qui connaissent les questions géopolitiques, la dissuasion nucléaire, c'est quelque chose qui marche fortement. Si l'Iran avait une arme nucléaire, on ne l'aurait pas attaqué aussi facilement. Il faudrait que les Africains se demandent est-ce qu'il ne faut pas avoir également l'arme nucléaire en Afrique. Et justement, les pays qui appellent à la désescalade exigent la création d'une zone, exemple d'armes nucléaires dans la région. Quelle importance? Cet aspect de ce qu'ils disent, moi, ça me pose problème. Quand on est en face d'un problème, il faut avoir le courage de mettre le doigt sur le problème. Le doigt sur le problème, c'est Israël qui possède une arme nucléaire dans cette zone. Aucun des autres pays arabes ne possède une arme nucléaire. L'Iran ne possède pas encore l'arme nucléaire. Pourquoi formuler la chose de la sorte? Une zone où il n'y a pas d'armes nucléaires au niveau du Moyen-Orient, alors que tout le monde sait qu'il y a déjà un pays qui possède l'arme nucléaire. Non. Moi, je suis contre le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Pour moi, on doit être très clair. Soit personne ne possède l'arme nucléaire, personne n'a à avoir peur. Voilà. Personne n'a à avoir peur de l'arme nucléaire parce que personne ne l'a. Soit les autres l'ont, sauf si tu es fou, il faut préparer la guerre. Et je crois qu'avec l'Iran, c'est la leçon qui va être tirée. Personne n'empêchera l'Iran de demain. Je ne sais pas de quel Iran il s'agira d'aller chercher l'arme nucléaire. Et d'autres pays vont se mettre également sur ce chemin en se rendant compte qu'en fait, quand on est faible, comme on est dans un pays où juste ne signifie plus rien, on peut être attaqué à tout moment parce que l'autre est tout simplement
plus fort. Le conflit entre Israël et l'Iran est une guerre lointaine, pensent certains, mais à y regarder de près, l'Afrique se retrouve bel et bien prise dans l'engrenage de ce conflit. Quel rôle des pays tels que l'Égypte, l'Algérie, la Gambie ou encore la Guinée-Bissau peuvent jouer dans cette initiative, cette approche d'appeler à la désescalade? En fait, il y a un principe qui gouverne en principe nos États, et qui fait que l'ensemble de nos États se retrouvent au niveau des Nations Unies. D'ailleurs, dans la déclaration, ils reviennent là-dessus, ils parlent du respect du droit international, ils parlent également du retour à la diplomatie. Merci. Parce que le principe des Nations Unies, c'est de résoudre les conflits par la négociation. Bon, on peut dire que l'Afrique n'est pas un exemple parce que nous avons plein de conflits chez nous. On n'a pas pu empêcher les conflits par la négociation. On a du mal aussi par la négociation à finir les conflits qui sont sur le continent africain. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on n'a pas réglé les problèmes chez nous, on ne va pas aller s'occuper des problèmes qui se trouvent chez les autres. Donc il y a cet aspect qui est là. L'Afrique est partie prenante au niveau des Nations Unies. Mais comme je le dis tout le temps, je suis un partisan du droit, y compris du droit international. Si nous voulons vivre ensemble les uns les autres en harmonie, il faut nécessairement qu'il y ait des règles et des règles à respecter par tous. Pas des règles à géométrie variable, comme on le voit aujourd'hui, qui font que finalement on se demande est-ce que quand on parle de droit international, on parle de quelque chose. Et sur ce plan, quand on parle de droit, y compris quand on parle de droits de l'homme, les faibles ont plus intérêt à ce droit et à ces droits de l'homme. Parce que le fort, il l'est déjà. Quand on attrape quelqu'un, il va devant toute une institution, il est en conflit avec un État, c'est celui-là qui a plus besoin de droits de l'homme que l'État en tant que tel. Et quand on regarde la configuration du monde actuellement, mais l'Afrique est petite devant le reste du monde. Ils ont raison de porter leur voix, de faire un plaidoyer pour le droit international, de faire un plaidoyer pour que les problèmes soient résolus par la diplomatie et pas par la force. Parce que quand on regarde le rapport de force, si nous on doit régler nos différends par les rapports de force, il est clair que nous subirons pire que ce que l'Iran a subi. Et le conflit actuel est au 6e jour, mais quel risque spécifique voyez-vous pour une extension du conflit dans la région? Mais, comme toutes les guerres, c'est extrêmement difficile de dire où on va aller. C'est toute la difficulté. Ce qui est sûr, vous avez vu ce qui s'est passé à Gaza au départ et ce qui se passe aujourd'hui. Même d'un point de vue médiatique, même les médias occidentaux ont changé l'angle dans lequel ils présentent cette guerre aujourd'hui parce qu'indiscutablement, il y a un génocide. Alors qu'au départ, tout le monde avait donné raison pratiquement à Israël d'avoir attaqué Gaza en disant on attaque le Hamas. Aujourd'hui, tout le monde parle de génocide, c'est Israël qui est accusé, c'est Israël qui est mis au banc des accusés. Pourtant, au départ, ce n'était pas ce qui était recherché. Mais c'est la même chose qui va se passer ici. Pour le moment, il y a l'Iran qui est fortement attaqué, qui est fortement atteinte également, parce qu'il faut dire qu'il y a des bombardements qui ont permis des destructions importantes, même s'il y a eu des destructions au niveau de Jérusalem, de Tel Aviv, de Haïfa, etc. Mais c'est l'Iran qui est véritablement touché par cette affaire. Qu'est-ce que cela entraînera au niveau d'abord des populations? Parce que vous avez plein de personnes qui ne sont pas des Iraniens et qui sont pour l'Iran aujourd'hui. Les gens pensent à un renversement du pouvoir au niveau de l'Iran tout seul, mais généralement, ce genre de situation, quand ça vient, la secousse pourrait ne pas s'arrêter à l'Iran tout simplement et toucher toutes ces royautés arabes qui sont autour ou dans ces pays. Pour ceux qui connaissent ce qui se passe dans ces pays, le pouvoir est totalement à part, le peuple est complètement à part. Si je reviens sur cette question de Palestine, si on ouvrait les frontières des pays arabes, au moins 30% de la population va aller à Jérusalem, pas pour casser le blocus, mais pour aller combattre Israël. Pour dire comment dans ces pays, les populations sont dans une posture, les présidents et rois sont dans une autre posture qui n'a rien à voir avec la posture des populations. Et souvent, c'est ce genre d'occasion qui crée le prétexte pour qu'on sorte, pour contester ceux qui sont au pouvoir en leur disant « vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire ». Si vous regardez un pays comme l'Arabie Saoudite qui condamne Israël, mais c'est une première. Parce que tout le monde connaît leur lien avec les États-Unis, tout le monde connaît le rapprochement qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec Israël. Mais en fait, ils le font en tenant compte de la réalité aujourd'hui du monde arabe, de leur posture, du monde islamique également, de leur posture par rapport à cette chose-là. Et dans les pays qu'on a cités, si vous regardez, vous avez un très grand nombre de pays arabes
Vous avez un très grand nombre de pays islamiques qui ont signé ce communiqué. Ce n'est pas gratuit parce qu'ils pensent également à leur opinion intérieure. Des pays africains appellent à la désescalade donc au Moyen-Orient face à la guerre entre Israël et l'Iran. Sur le continent, les réactions sont mitigées. Pour certains, c'est un appel qui sera sans effet. Êtes-vous de cet avis? Non, je ne suis pas de cet avis parce que cet appel se fait dans le cadre diplomatique. On n'est pas en train de... Quand j'ai entendu le président bissau-guinéen... Justement, parlant de mesures fortes du président dont a parlé le président bissau-guinéen, quelles mesures fortes l'Afrique, surtout l'Afrique noire, pourrait prendre face à une telle situation? J'aurais bien voulu que Embalo précise les mesures fortes, c'est quoi, surtout pour la Guinée-Bissau. Mais c'est pourquoi j'ai dit on est sur le terrain diplomatique. On n'est pas sur le terrain militaire. C'est extrêmement différent. Je ne vois pas les Africains pour le moment sur le terrain militaire. On est sur le terrain diplomatique. Sur le terrain diplomatique, quand 21 pays se mettent ensemble. Mais dans les deux cas, l'Afrique ne pèse-t-elle pas dans la balance? Mais si sur le plan diplomatique, on pèse parce que nous en parlons déjà ici. On en parle ailleurs. C'est-à-dire vous avez un ensemble de pays qui ont pris la parole ensemble sur une situation. Et moi, je l'ai toujours défendu. Quand il se passe quelque chose dans le monde, le continent africain doit pouvoir donner son mot parce que nous faisons partie de ce monde-là. Nous faisons partie de ce monde. Mais ici, quand vous regardez les réactions, parce qu'il y a le communiqué qui est là, quand vous allez regarder les communiqués qui ont été faits également pays par pays, quand vous regardez tous les pays qui sont signataires, les postures ne sont pas les mêmes. Vous avez des pays qui ont radicalement dénoncé l'attaque d'Israël. Vous avez d'autres pays qui n'ont pas dénoncé Israël, qui ont parlé simplement d'agression sans désigner l'agresseur. Vous avez d'autres pays qui ont juste demandé qu'on aille vers une désescalade pour dire que même ces 21 pays qui ont signé la déclaration, les postures ne sont déjà pas exactement les mêmes par rapport à Israël. Mais de façon générale, quelle que soit l'organisation, quand on rentre dans les relations internationales, il y a toujours cette difficulté à harmoniser les postures parce que chaque pays a une relation, soit avec Israël, soit avec l'Iran, soit avec les États-Unis. Et en réagissant, le pays prend en compte sa relation avec un de ces trois pays, ce qui fait que c'est extrêmement difficile souvent d'harmoniser une position à l'échelle internationale. L'Union européenne en est là, c'est un exemple patent. Sur certaines questions internationales, ils ne parviennent jamais à faire l'unanimité. Une situation qui urge pour que l'Afrique amplifie le plaidoyer pour obtenir des sièges permanents au Conseil de sécurité avec droit de veto. Mais tout à fait, puisque où est le Conseil de sécurité? Vous en entendez parler? On parle de médiation de la Russie. On parle de médiation de la Chine. On parle de Trump qui, lui, est dans tous les sens, ambiguïté, contradiction. On ne sait pas dans quoi ce monsieur est, mais bon, il n'y a aucune surprise pour quelqu'un qui connaît Trump. Il n'a jamais été clair dans quoi que ce soit dans sa vie, surtout pas sur le plan politique. Il n'y a aucune surprise. Mais est-ce que vous entendez l'Organisation des Nations Unies? Est-ce que vous entendez le Conseil de sécurité alors que l'ONU a pour mission principale d'éviter que des pays en arrivent à la guerre quand il y a un conflit, ou quand il y a un conflit, de pouvoir intervenir pour que le problème soit réglé plutôt à l'amiable que par la guerre. Mais ça pose un sérieux problème, j'allais dire, d'existence même d'une organisation qui aujourd'hui a perdu son âme à cause de ces pays membres avec un droit de veto, qui sont impliqués dans tous les conflits du monde. Et parce qu'ils sont impliqués, quand vous amenez le problème là-bas, les gens sont juges et partis en même temps, ce qui veut dire que ce problème ne trouvera pas de solution aux Nations Unies. Et l'armée israélienne mène donc depuis vendredi 13 juin 2025 des frappes sans précédent sur l'Iran, accusant Téhéran de vouloir obtenir la bombe atomique. L'Iran dément toute intention de vouloir se doter de la bombe atomique, mais défend son droit à enrichir de l'uranium afin de développer un programme nucléaire civil. Face à ces situations, des États, des pays du monde, dont certains Africains, des pays africains bien sûr, appellent donc à la désescalade. La situation sur le terrain pour le moment, Mamadou Diouf, est-ce qu'elles s'enveniment ou est-ce qu'il y a une forme d'accalmie? Malheureusement, la situation s'envenime et le prétexte d'Israël ne tient pas la route. Pour ceux qui ont suivi le Moyen-Orient depuis 15 ans, ça fait 15 ans que les Israéliens, les Américains, les Européens nous disent chaque fois, bientôt l'Iran va avoir l'arme nucléaire. 15 ans. Alors que quand vous allez en Iran,
le Khamenei qui est au pouvoir est sur une fatwa de 2003 qui interdit à l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, aussi bien pour des raisons politiques que pour des raisons religieuses, parce que l'islam est contre les armes de destruction massive. Puisque quand on va jeter cette arme, il n'y a plus de qui est en guerre, il n'y a plus de qui n'est pas en guerre, d'autant plus que c'est une arme qui ne tue pas à l'instant, mais qui tue également à l'avenir des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait guerre dans cet espace-là. Mettez toutes ces choses-là ensemble pour voir pourquoi on fait cette guerre. Mais pour voir le pourquoi, regardez comment les Américains, les Britanniques, les Français ont apprêté des navires de guerre, des avions, des bombardiers. Regardez la zone aujourd'hui, elle est devenue une des zones les plus militarisées du monde. Si c'était la guerre d'Israël, qu'est-ce que tous ces gens-là viennent faire là-bas avec leurs armes? Mais ça veut dire qu'effectivement, faire tomber le régime des Mollahs, comme on le dit, fait partie des ambitions cachées de cette opération d'Israël. Merci Mohamed Diouf, merci pour ces points d'éclaircissement. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.